dans la rhétorique néoconservatrice, on défend la démocratie pour des finalités morales, mais aussi pour des finalités stratégiques, parce que les néoconservateurs sont convaincus que les démocraties sont toujours plus en faveur des intérêts américains. Là où ça peut poser problème, je parle uniquement en termes de politique américaine, c'est que la la coalition, c'est-à-dire ce qu'a réussi à construire Trump avec MAGA, était fondée sur cette alliance entre donc des conservateurs plutôt traditionnels, je pense donc à Marco Rubio, et cette élite plutôt isolationniste. Et le mouvement MAGA est en train en ce moment de se fissurer justement sur cet enjeu d'interventionnisme. C'est intéressant de voir comment la politique étrangère est en train de diviser le mouvement MAGA. On pourrait penser que c'était la politique intérieure, pas du tout, c'est la politique étrangère. Et là, pour voir la division, il ne faut pas regarder l'administration, parce que l'administration, pour l'instant, tout le monde est solide avec le chef, enfin, en tout cas, soutient le chef. Pour la simple bonne raison, c'est qu'ils ont bien compris qu'à partir du moment où on critique le chef, on est vraiment évincé. Et donc, J.D. Vance et Marco Rubio, bon, je refais comme je le disais, mais c'est intéressant, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui se passe autour. Je pense à des représentants, je voulais mentionner justement quelques noms. Vous avez Marjorie Taylor Greene, si vous avez suivi, qui maintenant est désormais perçue comme une ennemie de la part de Trump. Alors, pas seulement pour Epstein. C'est le député qui a démissionné du Congrès. Exactement, représentante de la Géorgie, qui est critique de l'interventionnisme de Trump. On a Tom Massey, donc, qui lui aussi est critique de Trump. Et ces élus-là s'opposent à d'autres élus républicains. Je pense évidemment à Ted Cruz, qui lui est un pro-Israël, très interventionniste. Je pense évidemment à Lindsey Graham, évidemment que vous connaissez sûrement, hein, Ça adore tout est gay. voilà, qui est pro-interventionnisme, pro-Israël, etc. Donc ça se fissure cercle proche, et ça se fissure surtout chez les influenceurs, les commentateurs, l'écosystème. Je pense évidemment à Charlie Kirk, que vous connaissez hein, évidemment, représentait une ligne assez singulière. Il commençait à critiquer Israël, mais l'idée en général, c'était la lutte J.D. Vance. Voilà, plutôt civilisationnelle. On défend l'Occident et on élit de faire dans des guerres sans fin, tel le opérateur le faisait. Mais on a aussi une ligne qui est représentée par un influenceur qui est très controversé, qui s'appelle Nick Fuentes, que vous connaissez sûrement, qui lui voilà, qui capte une autre partie du segment MAGA. Et ces lignes-là sont en train, en ce moment, si vous regardez l'écosystème, de la sociologie de l'écosystème MAGA, ça se fissure. Et c'est plus que c'est une vraie opposition. Une vraie opposition. L'enjeu, au-delà de la sociologie du mouvement MAGA, c'est de savoir, au sein de l'administration, est-ce qu'on va avoir des véritables fissures. Pour l'instant, encore une fois, je le disais, ça tient. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Petite question à tous les deux. Je repars sur le versant politique étrangère de votre analyse. Est-ce que ce que vous décrivez, voilà, isolationnisme versus interventionnisme, etc., est-ce que vous pensez que ça mérite le nom en matière d'impact sur l'étranger, d'impérialisme, de nouvel impérialisme, ou c'est pas ça en fait? Parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de... Pour nommer ce à quoi on assiste, personnellement, je n'hésite pas avec le terme d'impérialisme ou de la notion d'empire, qui prend quelque peur pour définir, mais c'est pas l'objet de ce soir. Mais bon, je pense que c'est utile de penser en termes d'empire et d'histoire que d'empire. Et quand Trump a été sur un discours, est-ce qu'on dit nous peut mal discours, oui, d'investiture en janvier 2025, il a mentionné deux présidents du passé, McKinley et Theodore Roosevelt, à propos du canal de Panama et à propos de tout ce qu'on va leur montrer aux Latino-Américains en matière de contrôle, et leur montrer qui est patron. C'était déjà dans le discours d'investiture. On des mots à penser à l'époque, et disons que quelques jours avant, pas dans ce discours-là, mais dans d'autres déclarations de campagne, il a dit « Je reprends le canal de Panama ». C'est vrai, bon, sans parler du Canada, sans parler du Groenland, etc., vous vous souvenez de cette série. Daisy, if it did. Je voudrais quand même préciser pour les non-spécialistes, hein, s'il y a des non-spécialistes de la politique états-unienne au début du XXe siècle, hein, donc McKinley et Roosevelt, hein, qui sont les deux présidents qui, à un moment donné, construisent véritablement l'expansionnisme ou l'impérialisme états-unien à destination de l'Amérique latine, avec notamment le fameux, je dirais, cette fameuse resémantisation par Theodore Roosevelt en décembre 2004 de la doctrine Monroe de... Bon, j'ai dit quoi?
pardon, excusez-moi, de 1904, de la doctrine Monroe de 1823. Vas-y. Oui, on était justement tenté en écoutant ce discours de dire que moi, on revient 100 ans en arrière. On est à l'époque de Theodore Roosevelt, justement. On est à l'époque de la cannière, diplomatie du dollar et de toutes les formes de coercition que les États-Unis utilisaient pour contrôler des territoires de l'Amérique centrale et de la Caraïbe, notamment. Mais je suis un peu réticent à dire que c'est de la refaçon signée. Il est comme pur. Ce n'est pas la répétition pure et simple de soi, mais il y a aussi dans quelques jours de mots. Il a un impérialisme particulièrement prédateur, malheureusement, en ce moment. Peut-être qu'on peut l'évoquer, peut-être que vous l'avez prévu, le sommet de récent qui a lieu dans un lieu privé dont Trump est le propriétaire, à côté de Miami, où il a convoqué des chefs d'État qui sont tous ses amis, ou qui veulent être ses amis, et qui étaient exclus. En gros, les trois quarts de la population d'Amérique latine vivant au Brésil, Mexique et Colombie. Mais voilà, il est en train d'essayer de... Alors, et on voit très, très clairement aussi dans ce document de sécurité nationale reçu en 2025 qu'on veut contrôler ce territoire de la nouvelle doctrine Monroe version Trump. Aussi, c'est-à-dire que vous allez être nous allons être votre meilleur partenaire. Nous serons partout à surveiller comment vous utilisez des ressources, à qui vous vendez les ressources, à qui vous vendez des minéraux et les terres rares. Et on va veiller aussi à vos armées. Et on va vous aider tout ce que vous voulez à intervenir contre les cartels des drogues, etc. Alors, c'était la fameuse phrase que toi, tu avais prononcée, je ne sais plus quand, la prospérité de l'Amérique latine et notre prospérité. En gros, c'était ça. Mais alors, pas seulement par vous de la polémique, la controverse. C'est juste dans une nouvelle forme de l'Empire. Moi, je dirais peut-être davantage que Trump prend posture impériale plutôt qu'il existe un néo-impérialisme. Parce que pour que l'impérialisme états-unien du XXe siècle ait existé comme il a existé, ça supposait des formes d'emprise totale sur la région, notamment en matière commerciale et financière. Et on en parlait un petit peu la dernière fois, justement. Or, il me semble qu'aujourd'hui, justement, il y a d'un petit micro-bâton, les hélicos qui arrivent à Caracas, les états-unis à Caracas, et dans le même temps, une mainmise économique et commerciale sur la région qui n'a plus rien à voir, parce que rien d'autre à offrir, d'avoir une idée, tout les gars, etc. Et donc, au fond, est-ce que c'est pas une posture intérieure, je dirais, voilà, mise en scène d'un néo-impérialisme qui, dans une certaine mesure, serait aussi la dernière bataille ou l'avant-dernière peut-être, vers un continent qui est déjà très largement perdu. Moi, j'étais en Colombie il y a quelques temps et j'ai eu la chance de discuter avec quelques acteurs assez proches du ministère des Affaires étrangères qui me racontaient la rencontre entre Petro et Trump à la Maison-Blanche très récemment, début février. Après, évidemment, des échanges de noms d'oiseaux par Twitter à la suite de l'intervention états-unienne au Venezuela. Et au fond, le ton de Trump avait bien changé. Petro n'est pas allé se faire remonter les bretelles à la Maison-Blanche. Il y a eu un deal. Et le deal était le suivant. La Colombie, vous êtes le dernier pays d'Amérique du Sud dont le premier partenaire commercial, c'est les États-Unis. Et non pas la Chine. Et c'est ça, c'est ce que disait Trump. Et donc, nous aimerions que cet axe Washington-Bogota, d'un point de vue commercial, se perpétue le plus vite possible, etc., etc. En échange de quoi, c'est ce qu'on m'a rapporté, en échange de quoi, nous n'interviendrons pas dans le cours des élections colombiennes qui vont avoir lieu en mai. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucune intervention déjà lors des parlementaires, des législatives colombiennes qui ont eu lieu le 8 mars dernier. Et ça, c'est pas la posture du gros bâton, c'est pas la posture de l'acteur impérial tout-puissant qui a envie de la rejouer Big Stick, me semble-t-il. Juste pour faire une petite... Et Pierre, tu en pensé? Même question, c'est une très bonne question sur pareil, il faudrait une définition de l'Empire pour pouvoir discuter de la dimension impériale. Moi, ce qui me frappe, mais je ne suis pas censé être de l'Amérique latine, mais ce qui me frappe par contre, de manière générale en relation internationale, même s'il y a une rupture en relation avec le phénomène Trump, on n'a pas attendu Donald Trump pour pouvoir les États-Unis agir dans des logiques impérialistes en Amérique latine.
de Reagan en passant par Bush. Il y a toujours eu des visées, enfin, c'est pas. Ça vient de moi. Il y a toujours eu des visées impérialistes de contrôle politique de l'Amérique latine. Tu fais les chansons de rumba. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Donc, mon point, c'est il faut pas non plus. Et je pense que c'est important de noter les points de rupture qu'on a avec Trump. Il faut pas non plus tomber dans. Parce que c'est ce que je reprochais tout à l'heure aux Européens, c'est de se dire oh, bah, du coup, c'est des différences sous Biden, et puis ça sera différent après Trump. Je pense qu'il y a des logiques à long terme, et et que Trump brutalise ces logiques, mais les logiques étaient déjà là avant. On n'a pas attendu Trump pour voir les États-Unis lorgner sur le Moyen-Orient, lorgner sur l'Amérique latine. Voilà. J'aimerais peut-être, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire après, parce que c'est vraiment mon sujet, et moi j'adore en parler, c'est pour ça. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on s'entende déjà par comment on classifie la politique étrangère de Donald Trump. J'entends beaucoup de personnes qui disent que la politique étrangère de Donald Trump est incohérente, inconstante. Sûrement, il y a de l'inconstance. L'incohérence, je sais pas. Je pense qu'elle est très cohérente. Elle est très cohérente parce que, selon moi, en tout cas, elle correspond à une véritable école de pensée. On c'est peut-être là, de l'époque qui va. Pas pour l'instant, pour moi, toujours pas. On verra comment ça évolue. Selon moi, Trump est un. Non, alors on a souvent dit isolationniste. Bon, je pense qu'on a la réponse. On voit bien que Trump, moi, j'avais pas isolationniste, quelqu'un qui, au cours de son premier mandat, fait une rencontre historique avec Kim Jong-un, menace d'intervenir régulièrement en Syrie. Il est intervenu régulièrement en Syrie. Voilà, moi, il y a plein au cours de son premier mandat, il y a plein de. Déjà, là, non, ça fait 7 minutes pompées au rabais. Et oui, exactement. Il avait utilisé la mère de toutes ces bombes. Je me rappelle, c'était, je pense, février, je sais plus, 2017. Bon, bref. Et puis le second mandat montre très clairement qu'il n'est pas isolationniste. Alors, il n'est pas isolationniste. Il n'est pas néoconservateur. Clairement, il se désintéresse de la démocratie, de la question des droits de l'homme. Il n'est pas libéral non plus au sens où il ne participe pas aux instances en tout cas, il ne souhaite pas engager les États-Unis dans la voie du multilatéralisme. Il méprise ouvertement l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'il est? Un mélange, mais malgré tout, on voit quand même qu'il y a quand même une tendance isolationniste chez lui. America First, c'est la tendance isolationniste, mais une tendance aussi très clairement réaliste de défense des intérêts étroits-américains. Alors, moi je pense pourquoi je voulais en parler, parce qu'on parle d'histoire américaine. Je pense qu'il y a un concept qui est parfait, c'est pas le mien, c'est celui de Walter Russell Mead, universitaire américain, qui, dans son ouvrage traduit en français Sous le signe de la Providence, que je vous recommande de lire, c'est un ouvrage de 2001, classifie les différents présidents américains, en tout cas différentes administrations, selon 4 figures majeures de l'histoire américaine: Hamilton, Jefferson, Wilson et Jackson. Et pour Walter Russell Mead, c'est ce que je pense aussi, Donald Trump est un Jacksonien. Alors, c'est quoi être un Jacksonien c'est le 7e président américain. C'est quoi être un Jacksonien en politique étrangère? Est-ce que ça fait? Pour moi, c'est cohérent, c'est pas seulement. Un Jacksonien a cette tendance naturelle au repli. Le Jacksonien se focalise avant tout sur les intérêts nationaux américains, sur le peuple américain. C'était le fameux discours de 2016, America First. Mais le Jacksonien a horreur de quelque chose, c'est que l'honneur américain soit en jeu. Et lorsque l'honneur américain est en jeu, le Jacksonien agit de manière brutale, ponctuelle, cynique, en montrant les muscles. Et une seule chose compte à ce moment-là, c'est le grand B de la victoire. Et d'ailleurs, si vous lisez aussi les ouvrages de Donald Trump en 2007, je ne sais pas si vous voulez lire Donald Trump avant de vous coucher, mais on voit bien dans sa conception du deal, c'est ça, il faut à tout prix gagner, ne pas perdre la face. Et c'est ce qu'on appelle le jacksonisme, c'est l'idée de si je sens qu'on vient me titiller, que mon honneur est en jeu, j'interviens de manière brutale en montrant les muscles. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dès que les intérêts américains sont en jeu, on voit une action très brutale, très ponctuelle, et je pense que ça vous frappe aussi. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point Donald Trump passe d'un sujet à un autre. Parce qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas tant la logique à long terme de l'action américaine. Ce qui compte, c'est la brutalité du message envoyé, de l'action réalisée, et on passe à autre chose. Groenland, on passe au Venezuela. Venezuela, on passe à l'Iran. Et c'est pour ça que je dis pour l'instant, en Iran, il n'y a le drapeau. C'est pour ça que je dis pour l'instant, il n'a toujours pas contredit ça. Si demain, je vois Donald Trump qui lance des troupes au sol avec une volonté très claire de changer le régime sur le long terme, là, on pourra dire c'est un Jacksonien qui commence à tendre de plus en plus vers d'autres logiques. Moi, je peux pas prédire ce qui va se passer. Je pense que si on regarde les enjeux, vous avez parlé tout à l'heure de l'enjeu des terms,
tout est possible, évidemment, et je ne prédirai jamais les relations internationales, loin de là. Mais par contre, ça serait assez surprenant de voir Donald Trump qui fasse le choix volontaire de rester dans une logique d'enlisement, en tout cas l'intervention longue, jusqu'en tout cas les midterms. Normalement, c'est demain les midterms, ça va aller très vite. Politiquement, ça serait très coûteux. Je pense que stratégiquement, ça serait coûteux. Donc l'intérêt de Donald Trump, c'est d'aller vite. D'aller vite et de faire comme il a fait au mois de juin dernier. Il fait une annonce en disant mission à tel pays, Et surtout, ça serait complètement contraire à ses promesses de campagne. exactement. Également. Juste, j'avais une petite question. J'aime bien l'analyse jacksonienne. Je ne connaissais pas du tout ses préférences. Est-ce qu'il y a eu d'autres présidents jacksoniens entre Jackson et Trump? Je voulais, entre parenthèses, dire ce que l'impression que ça m'a fait, parce que quand je pense au jacksonisme, entre guillemets, de Trump, je pense vraiment à autre chose. Je pense au côté populiste de droite et pour nationaliste, raciste, etc. Tout ça. Et les Politique intérieure. et jacksonisme en politique étrangère, j'en ai pas entendu parler. Je veux dire, il s'appelle Et Walter Russell-Point. C'est pas ce que tu dis, me semble-t-il, ce que tu vas dire n'est pas contradictoire avec les caractéristiques du jacksonisme politique que tu as évoqué. Il y a eu d'autres prétendants jacksoniens. Certains diront Roosevelt, justement, si tout à l'heure 1904, c'est pas de montrer les muscles. Maintenant que les États-Unis, 1904, on sort de la guerre de 1898. Les États-Unis ont évidemment une puissance qui a décuplé. L'idée de cette idée d'agir comme gendarme du monde. Moi, j'aime bien la métaphore que vous savez du jeu de Luto, avec le marteau, les taux qui sortent du trou, on tape dessus. Voilà. Bah, c'est un peu ça. C'est l'idée de dire que moi, je fais des affaires comme je dois les faire. Si par contre on m'embête, j'y vais, je monte sur les muscles, je rétablis l'ordre et je reviens à la maison. Je sais pas s'il y a d'autres exemples. Puisqu'on parle de ces choses-là, puisqu'on parle de références historiques, je voulais partager avec vous un aperçu. Et que tu parles vraiment très parlant. Il y a un historien que j'aime bien, qu'Olivier connaît certainement, qui s'appelle Greg Grandin. C'est un Nord-Américain qui traverse tous les Amériques. Et la relation troublée depuis longtemps entre les États-Unis et la Chine. Et dans un article récent, il développe une comparaison qui me paraît vraiment très intéressante entre roi et président. Ça ne sait pas. À mon avis, ça ne va pas correspondre beaucoup au catégorie de mythe, mais il dit qu'en gros, il y a quelques présidents qui qualifient de président au constructeur, suivant les travaux de Darwin et etc. Et ces présidents au constructeurs ont eu des rapports très spéciaux avec les Américains. Premier exemple, Roosevelt Franklin, New Deal aux États-Unis et des relations de bon voisinage et de respect de la souveraineté des républiques américaines pendant les années 30, 40, etc. Et il y avait, en gros, une vision derrière, sans romantiser trop l'affaire. Deuxième exemple, très différent dans son contenu, c'est Reagan qui poursuit la guerre froide avec des guerres chaudes dans l'Amérique centrale, qui envoie de l'aide et des conseils, etc., pour stopper des processus révolutionnaires dans au moins trois pays. Et tout ça correspond parfaitement à son néolibéralisme de choc aux États-Unis. Les deux vont ensemble. Il y a comme une vision derrière, qu'on l'aime ou non. Arrivons au troisième exemple, et là, je cite directement Ray Grandin, il dit Trump, lui aussi, a une histoire à raconter à propos de l'Amérique latine, et elle n'est pas belle. Il aime jouer le rôle de l'entrepreneur, pirate, égorgeur, dépourvu de toute idéologie, à part l'avidité du gain. Juste après l'enlèvement par des troupes US de Maduro et de sa femme Cilia Flores, il a dit expressément « Nous allons extraire des quantités extraordinaires de richesses de leur sous-sol. » C'est moi qui traduis les mots. C'était d'un cynisme et d'une cupidité absolue. Il cherche, poursuit Grandin, à manifester la puissance crue où les États-Unis dominent l'hémisphère parce qu'ils le peuvent. Où on peut tuer l'équipage de petits bateaux parce qu'on le peut. Et il se sert de la région pour dire au reste du monde nous ne contrariez pas. Comme dit Vance, don't cross us. Vous ne contrariez pas. Conclusion, la réduction de l'Amérique latine dans la sphère de coercition, d'extraction et de menace se reflète aussi dans la politique intérieure. Ce règne par la domination et la polarisation qu'il a entrepris dans toutes les grandes villes des États-Unis. Là aussi, il y a une correspondance entre l'intérieur et ce qui fait que l'Amérique latine est vraiment dans les mains de la révolution. J'aime bien
Enfin, c'est deux modèles historiques en tête, hein, pour essayer de réfléchir, dans les confronter comme ça. Et est-ce qu'ils résistent complètement à l'analyse de certains cas particuliers? Alors, sans entrer complètement dans le détail, il y a une relation aujourd'hui qui est très intéressante. Tout à l'heure, je parlais un petit peu de la relation États-Unis-Colombie. C'est quand même la relation États-Unis-Mexique. Puisque le Mexique, c'est à la fois, bon, évidemment, la porte d'entrée principale euh, des migrants que l'on déteste tant. C'est qu'une porte d'entrée absolument majeure du fentanyl, hein, enfin de la drogue en général et du fentanyl. Ça diminue beaucoup ces temps bas, Trump, hein. Oui, oui, en particulier. Et dans le même temps, c'est un espace économiquement complètement intégré euh, à l'économie états-unienne. Et est-ce que là, justement, il n'y a pas... notre séance s'appelle l'Amérique latine selon Trump. Est-ce qu'il n'y a pas, en vérité, des Amériques latines où, effectivement, notamment le Mexique, hein, par son intégration depuis 25 ans, bientôt 25 ans, son intégration complète, Alors, oui, jusqu'à 25 ans, en fait, 32 ans, pardon, à l'espace nord-américain. aurait un statut particulier. Qu'est-ce que tu en penses Je pense que le Mexique, de par son histoire, de par sa domination au début du XXe siècle, est un pays qui, plus que d'autres Amériques latines, a su affirmer par moments, certains moments plus que d'autres, sa souveraineté, y compris face aux États-Unis, à l'époque de Ross, notamment à l'époque de président Lázaro, mais aujourd'hui aussi sous López Obrador et Sheinbaum, on essaie de faire un peu la même chose, affirmer la souveraineté et dans des conditions qu'il faut analyser et qui sont structurellement assez contenantes pour le Mexique, il faut le dire, pour les raisons que tu as évoquées, parce que le Mexique est dans un accord de libre d'échange. Et désormais, c'est Trump qui va décider ce qu'on met dans cet accord. Et on s'attend à des changements cette année. Dans les mois à venir, on va renégocier une fois de plus la première renégociation de l'ALENA, qui est devenue du USMCA, comme on dit en français, je ne sais pas. Et cette deuxième version de l'ALENA a été négociée un petit peu à la va-vite sous Trump. Et juste avant l'entrée en fonction de Obrador, il a fait exprès pour que ça soit prêt avant l'arrivée de AMLO. Et il y a eu très peu de changements. Quelques changements, quelques vagues de pourcentage ont changé, le pourcentage de la main-d'œuvre qui doit être incorporée dans la fabrication des voitures aux États-Unis par rapport au Mexique. Mais quelques détails seulement. C'est possible, on s'attend à des changements plus profonds, mais on ne sait pas encore lesquels. Il y a beaucoup de spéculation et il va falloir que les négociateurs mexicains tiennent tête s'ils sont disposés à le faire. L'actuel ministre de l'économie qui est à la tête de ces négociations, il me semble que c'est Marcelo Ebrard. Je ne sais pas si c'est le plus nationaliste de gauche de tous les ministres. Il faut voir comment il négocie la chose. Autre remarque à propos de la souveraineté, c'est que et juste au début de la deuxième mandat de Trump, on pensait que, je tiens de mon source en tout cas, le premier pays dans lequel il voulait intervenir, c'était le Mexique. Le conseiller de Trump, Stephen Miller, a mis dans la tête de Trump l'idée que c'est là qu'il faut aller frapper tout de suite des cartels. On va leur montrer que, bon, on ne va pas attendre pour qu'ils nous invitent. Et cette hypothèse est évoquée parfois de manière un peu fantaisiste, ou quand on s'y attend le moins, par 30 tous les 2 mois, il ressort cette affaire-là. Mais concrètement, ils ne sont pas encore intervenus. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas encore intervenus, il y a 2 raisons. Première raison, c'est que la présidente Claudia Sheinbaum a dit à plusieurs reprises à Trump, on peut coopérer tout ce que vous voulez avec vous pour lutter contre des groupes criminels, mais vous ne viendrez pas chez nous avec des armes, il n'y aura pas d'intervention militaire de votre part, ça c'est non. Et deuxième raison, c'est que les Mexicains font eux-mêmes beaucoup plus qu'avant le boulot qui consiste à aller chercher les trafiquants de drogue. On a récemment chassé et tué le chef de Et troisième raison peut-être, sans doute une intervention terrestre en Iran serait un beau biais, mais il est probable qu'une intervention terrestre contre les cartels mexicains en serait un autre. Quand on connaît... Je crois que dans le pire des cas, on a envisagé jusqu'à maintenant des frappes de drones sur des laboratoires
pour repérer un laboratoire de fentanyl, c'est compliqué, c'est difficile. Vas-y, et donc, mais apparemment, on n'a pas les liens de cause. Ils ont décidé d'aller d'abord au Venezuela et non pas pour ce plus loin. Je pense que c'est très bien, Jim, que tu évoques Stephen Miller, que vous connaissez sûrement, et je pense que c'est une bonne manière de conclure en tout cas cette discussion. Parce que Stephen Miller est vraiment l'immense crise de l'administration. Ça t'indique qu'il est venu vraiment, même apparemment pendant une période, il appelait tous les jours Donald Trump, tous les jours ils étaient au téléphone l'un et l'autre. Et Stephen Miller, justement, j'avais noté une citation que je voulais vous dire, c'est très bien que tu en aies parlé. Stephen Miller a déclaré récemment: nous sommes d'une superpuissance et sous la présidence de Trump, nous allons nous comporter comme tel, hein, en tant que tel. Moi, ce que ça l'évoque, et enfin, en tout cas, je vais essayer d'élargir un peu le propos, c'est que pour moi, quand on est une superpuissance, on n'a pas besoin d'utiliser la force. Et moi, c'est une réflexion que je développe en relations internationales, c'est que, contrairement au concept, vous connaissez peut-être le concept d'hyperpuissance qu'avait développé Hubert Védrine à la fin des années 90, en parlant des États-Unis qui, sortant de la guerre froide, n'avaient plus aucun compétiteur, etc. Ça nous paraît une autre époque. C'est une autre époque, d'ailleurs. Pour moi, la véritable, en relations internationales, on oppose souvent puissance et force. La véritable puissance, c'est de ne pas utiliser la force. Parce que lorsqu'on est puissant, on n'a pas besoin, il n'y a aucun intérêt à aller dépenser des millions quand on peut avoir quelque chose par la diplomatie, par le rapport de force, sans utiliser la force. Donc moi, ce qui me frappe, c'est qu'il faut distinguer, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on est abreuvé d'informations et de news, mais il faut, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que la véritable puissance, c'est lorsque les États-Unis peuvent utiliser leur soft power. Ils ont une capacité d'attraction, ça d'aller envoyer. Et exactement, c'est ce que je voulais vous dire, c'était que à court terme, on a l'impression que la force permet d'augmenter la puissance. Moi, ce que j'observe, c'est que Donald Trump, à court terme, en effet, utilise la force, mais à long terme, il est en train de scier la branche sur laquelle les États-Unis se sont fondés depuis 1945 et surtout depuis 1990, de représenter le leader de l'ordre libéral. Il est en train de détricoter l'ordre libéral, et l'ordre libéral qui avait accentué l'hégémonie américaine. Donc, à court terme, on a l'impression que les États-Unis sont le gendarme qui tape sur la tête des taupes, qui sortent du trou. À long terme, moi je vois, en tout cas, ce que moi ça m'indique, c'est que la vraie puissance, c'est ce que fait la Chine. C'est-à-dire de ne pas utiliser la force. En tout cas, ils l'utilisent, mais d'agir différemment. Et pour moi, la manière dont Donald Trump est en train, mais c'est pas seulement Donald Trump, hein, ça a commencé bien avant Donald Trump, la manière dont Donald Trump est en train d'agir, c'est pour moi le symbole le plus fort du déclin américain. Et c'est assez frappant. Pour poser une question aux gens qui vous entourent, moi quand je pose la question à mes étudiants, je suis pas beaucoup plus âgé qu'eux, j'ai 10-15 ans de plus qu'eux, mais moi je sais que je perçois très clairement en 15 ans l'évolution de l'image américaine, ne serait-ce qu'au doigt mouillé, en posant la question à mes étudiants. La dernière fois que j'ai posé la question à mes étudiants, sur une trentaine d'étudiants, levez la main ceux qui ont une bonne image, de manière générale, de la puissance américaine. 2 étudiants. Disant, peut-être que les autres sont timides, levez la main ceux qui ont une mauvaise image de ça. Donc, il faut être brandé plus pas. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est ça. Ce qui me frappe, c'est que il y a un véritable basculement et que Trump pense être, je recite Miller, pense être une superpuissance en agissant tel quel, en agissant comme ils sont en train d'agir. Pour moi, c'est justement l'inverse. Ils sont en train de sortir, je dirais pas sortir du rôle de superpuissance, mais ils sont en train de perdre ce rôle d'hyperpuissance qu'ils ont. Vas-y. Alors, sur le plan très concret des terrains, que peut espérer Trump vis-à-vis de la Chine et l'Amérique latine? L'Amérique latine commerce beaucoup avec la Chine. Il y a plusieurs pays de l'Amérique du Sud, notamment, qui ont la Chine comme principal partenaire commercial. C'est le cas du Brésil, c'est le cas du Chili et au cas d'autres. Est-ce qu'ils pensent vraiment il parle très explicitement de ça, sans mentionner nécessairement la Chine, mais dans le chapitre du document sur la sécurité nationale, chapitre sur, on ne dit pas les Amériques, on dit l'hémisphère occidental. Dans ce chapitre-là, sans dire explicitement le nom de la Chine, on parle des puissances étrangères extra-hémisphériques qui tenteraient atteinte à nos intérêts stratégiques ou commerciaux. L'idée, c'est que on veut vraiment les chasser de notre point de vue, mais ça paraît quand même assez impossible. Et alors que on va passer la parole à la salle, alors que le soft power chinois j'aime dire la Chine, ne se réduit pas à son influence commerciale et financière. On me racontait à Bogota récemment un sommet entre Chine et Colombie autour des questions de l'intelligence artificielle.
enjeux clairement identifiés comme majeurs par les deux pays. Au sortir de cette réunion de 2 jours, la Chine propose une formation en Chine pour 300 hauts fonctionnaires colombiens pendant 2 mois, entièrement financés, voyages, hôtels de luxe, formation dispensée en espagnol. Bon, il n'y a pas de problème. Les 300 fonctionnaires colombiens sont partis en Chine. Voilà un exemple parfait des millions de dollars que la Chine est en train de déverser sur l'Amérique latine, avec effectivement des perspectives d'implantation extrêmement durables, politique que les États-Unis, aujourd'hui, se montrent totalement incapables de faire. Ouais, tout à fait, ce qu'on appelle le Chinese Dream, mais pour autant, j'ai rarement rencontré des personnes qui me disent ouvertement qu'ils rêveraient d'une société chinoise pour autant. C'est-à-dire que la société chinoise, il est vrai, la Chine a investi À part, sauf la Chine qui est non, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'empêche que ces politiques aujourd'hui sont à l'œuvre partout. La dernière fois, on parlait de la multiplication des instituts Confucius. C'est exactement la même logique. On a un peu plus de 20 minutes pour continuer la discussion sur des aspects que vous souhaitez voir développer. Alors, je vais vous passer le micro. Je vais faire le tour de la salle. J'arrive vers vous. Je vous ai vu. J'arrive vers vous. Non. Juste bonsoir. On n'a pas évoqué le pentecôtisme et la théologie de la prospérité. Et je me demandais dans quelle mesure ça orientait ou expliquait aussi ces prises de position, cette politique étrangère. Enfin, Oui, on aurait dû, parce que si on écoute les discours et si on regarde le comportement personnel de l'actuel ministre, on dit pas de la défense, on dit maintenant de la guerre. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, qui est ethno-nationaliste, masculiniste, chrétien d'extrême droite, tout ce qui est le plus horrible, qui gère le Pentagone, qui gère le personnel des armées, etc., et qui est contre toutes les politiques que vous menez pour favoriser la diversité ethno-raciale tant des forces armées. Et ce personnage-là, oui, il laisse libre cours à un certain nombre d'officiers, et il y en a quelques centaines, je pense. Ce n'est pas il est sûrement la majorité du personnel, et je connais mal, je ne suis pas sociologue de l'armée, je ne sais pas des politistes qui observent l'armée et les forces armées, mais je pense qu'il y a une mouvance qui tient un discours politico-religieux chrétien très conquérant. Et aujourd'hui, cette parole est devenue la parole officielle du Pentagone à travers la parole non seulement de Hegseth lui-même, mais ils ont toute une politique fabriquent des mimes, ils fabriquent des espèces de vidéos qui mettent en scène avec des scènes de jeux vidéo, la guerre encore en Iran, des choses dignes de toute dystopie fasciste, c'est tenté de dire. En sachant qu'on discute beaucoup que tu vas intervenir, Pierre, en gros, je ne vais pas en chute. Vous a précisé, si on doit rester général sur, on va s'observer, je parlais de ça de Charlie Kirk, quand on voit les discours de J.D. Vance suite à la mort de de Charlie Kirk, on voit très clairement l'emprise du terrain religieux au sein même de l'administration américaine. Ça a toujours été le cas aux États-Unis, mais là peut-être de manière ouverte, très clairement. Je sais, je réponds pas directement à votre question. Et on dit, voilà, la presse brésilienne rapportait récemment que précisément dans le contexte de fragmentation du champ religieux brésilien et toute l'importance commençait, Lamia Madabou, c'est très bien, elle a fait un livre dessus, de l'explosion des églises évangéliques. Il y a là un lieu, je dirais, de passage du trumpisme vers le Brésil, et notamment un lieu possible d'intervention indirecte et plutôt discrète sous l'angle missionnaire, en quelque sorte, dans d'autres élections importantes de l'année, hein, en plus de celles de la Colombie, celles qui vont intervenir en octobre au Brésil et qui sont tout à fait essentielles. Comme je ne vous ai pas oublié. Bonsoir et merci beaucoup avant tout pour vos présentations. Et ma question est d'ordre comparatif, si j'ose dire. Dans les années 30, les États-Unis de Roosevelt établissent la politique du bon voisinage pour enlever l'interventionnisme de la haute Monroe et créer un système de solidarité hémisphérique, de défense hémisphérique face aux puissances fascistes, notamment en Europe. C'est plutôt une doctrine fondée sur le dialogue, un dialogue un peu musclé de temps en temps, mais un dialogue quand même. Donc,
même si les enjeux de nos jours ne sont pas les mêmes, le contexte pardon, n'est pas le même, les adversaires non plus, et les présidents à la Maison-Blanche sont évidemment pas les mêmes. Ma question, c'est pourquoi, alors que l'Amérique latine prend une place dans les intérêts stratégiques états-uniens qu'elle n'avait pas forcément eu depuis la fin de la guerre froide, pourquoi, alors que des concepts comme la défense hémisphérique font surface dans le discours public états-unien, et pourquoi, alors qu'il y a un réseau d'alliances qui commence à faire surface à nouveau avec des présidents latino-américains qui adhèrent en tout cas à la doctrine de Trump, avec par exemple le Ship of Americas qui se met en place récemment, pourquoi on fait finalement un choix de faire une mise à jour de la doctrine Monroe au lieu d'essayer de faire une réédition du bon voisinage, peut-être un bon voisinage plus idéologique, mais un bon voisinage quand même? Pourquoi on choisit la force au lieu du dialogue? En tant que citoyen et électeur aux États-Unis, je me pose les mêmes questions tous les jours. Pourquoi? Moi, je vais pas répondre, je vais vous laisser répondre, mais je fais juste un commentaire. Vous avez une vision très romantique de la Good Neighbor Policy. Parce qu'effectivement, on peut la voir comme un changement paradigmatique de la vision de l'Amérique latine à Washington, mais on peut aussi la voir pour une simple politique pragmatique. À un moment donné, il y a la réalité de la crise économique dont on pensait qu'elle ravage les États-Unis, les réalités d'investissement impliquées par le New Deal, et qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à occuper Haïti, le Nicaragua, la bulle dominicaine, etc., etc. Et qu'au fond, le panaméricanisme, ou plutôt le renouveau du panaméricanisme à ce moment-là, c'est d'une manière, je dirais, de maintenir, dans un cadre pacifique et surtout beaucoup moins onéreux, une mainmise. C'est-à-dire que c'est pas du tout évident. Aujourd'hui, il y a toute une historiographie du panaméricanisme, justement, qui dit c'est pas tant de brut ça. C'est les mêmes objectifs et d'autres moyens liés au contact. C'est un élément de réponse. Je vous laisse. Oui, je cherchais comment répondre à votre question, qui est une très bonne question. C'est déjà répondu. Il y a plusieurs angles qu'on peut emprunter. Je pense que ce qui guide Trump, c'est que Trump ne va pas avoir une démarche horizontale pour deux raisons. Première raison, il veut faire l'opposé de tout ce qu'a fait Obama. Ça, c'est clair et net. On le voit sur tous les dossiers. L'Iran, par exemple, c'est intéressant parce qu'avant qu'il est interdit, il était en train de négocier avec l'Iran, une négociation qui semblait rappeler, en tout cas, les négociations que Obama avait fait, une négociation sur le traité Thierry Herny. Donc ça ne m'a pas vu Trump qui a envie d'intervenir. Ce qui me frappe, c'est de... Et dès le moment où il n'y a pas de négociations, c'est qu'ils mise en scène comme pas bien, c'est des États-Unis. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a des négociations et je pense que la guerre, c'est le plan B de 900. C'est que je pense. Après, on n'est pas dans la tête de Draghi. Les historiens le diront peut-être. Oui, c'est sûr. Vas-y, continue, sinon. Non, parce que j'ai vraiment envie de développer sur ce point-là, mais on aura une discussion à faire. Et je pense que, comment dire, on aura une discussion encore. Mais je sais pas, bon, ça, je sais ce que je pense. Donc le premier point, c'est aller à l'encontre de la démarche de multilatéraliste qu'avait mis en avant Obama. Et le deuxième point, c'est que je pense par contre qu'il faut voir tout ce qui se passe en Amérique latine, comme tout ce qui se passe en Iran, dans une démarche bien plus large de compétition entre grandes puissances. Et qu'en fait, Trump ne peut pas se permettre de se mettre au même niveau que les États latino-américains, pour la simple raison, c'est que lui, quand il prend le contrôle des ressources au Venezuela ou quand il attaque Cuba, dans sa tête, il a la lutte avec la Chine. Et en fait, c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui autour des Trois d'Ormuz aussi en Iran, parce que quand il appelle à l'aide les Européens, c'est pas un appel à l'aide en fait, ce qu'il veut, c'est commencer à préparer la stratégie de sortie. Pour l'instant, je suis pas tout seul. Voilà. Et en fait, la réponse, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'une grande puissance, je recite Stephen Miller, nous sommes d'une superpuissance. Une superpuissance, alors donne, les autres suivent. Parce qu'en face, il y a une autre superpuissance, la Chine. Moi, je pense que c'est une clé de lecture. Je suis pas sûr que ce soit la seule. Oui, juste, pardon, non, c'est ce que on m'a lu le mot de la bouche parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Je crois que c'est l'élément, la trame de fond de la réactualisation de la doctrine Monroe, du corollaire Trump et de ce qu'on est en train de voir un peu partout sous différentes formes. C'est exactement ce que Pierre a décrit. C'est le bras de fer avec la Chine parce que derrière cela, et on a beaucoup invoqué la cohérence de Trump à laquelle je crois beaucoup aussi, c'est pas du tout contradictoire
d'avoir une tendance jacksonienne et d'intervenir, si l'objectif, c'est précisément de considérer qu'à cette étape de la compétition mondiale, l'objectif pour les Américains, c'est d'éviter que les seuls capables de, disons, challenger leur suprématie, pas tout de suite, mais dans 10, 15, 20 ans, 2049, selon Xi Jinping, parce qu'il même l'a dit de son côté, la seule puissance capable de challenger, défier la suprématie, en fait, c'est ça quel est le fond de l'affaire. La suprématie américaine, c'est la Chine et il n'y a personne d'autre. C'est ça toute la trame de fond. Et il n'y a pas de contradiction donc, entre être jacksonien, intervenir en Amérique latine, si l'on considère que pour, disons, maintenir son rang, il faut reconcentrer. Moi, je pense que le Trumpisme est une forme de recentrage stratégique sur la zone traditionnelle d'influence américaine. Oui, mais et juste pour terminer, pour reconstituer et, le cas échéant, augmenter les capacités de puissance américaine, que ce soit sur le plan économique, sur le plan énergétique, sur le plan géopolitique. Et l'Amérique latine, c'est là qu'elle rentre en jeu. Et c'est pas contradictoire, enfin, avec une vision du monde qui est un partage du monde entre des logiques de puissance. Juste rappelez-vous ce qu'il disait sur le Groenland. À la fin, il commençait à dire si on n'y va pas, de deux cercles, voilà, le Western Hemisphere et le Eastern Hemisphere. Et finalement, on retrouve une répartition des rôles et des sphères d'influence. D'un côté, l'Amérique avec les États-Unis, de l'autre, à l'époque de Jefferson, c'est l'Europe. Maintenant, c'est sans doute la Russie et la Chine, mais on voit qu'il y a encore la même répartition. Je voulais revenir sur une chose que vous disiez. C'est sur la stratégie de sécurité nationale. Trump ne s'embarrasse d'aucun prétexte et il affirme très clairement que ce sont les ressources énergétiques, minières, également les infrastructures, donc contre les infrastructures stratégiques du continent, donc le canal, mais aussi le passage du Nord, bien entendu. Et ma question était plus liée, un peu dans le prolongement de ce qui a été demandé, par rapport au système interaméricain. Quel est le discours de Trump? Parce que finalement, moi, je n'ai pas beaucoup entendu sur l'Organisation des États américains. Sa politique est très unilatérale, bien entendu. Il y a les droits de douane qui sont quand même, une sorte de hard power, même si c'est pas militaire, pas vraiment la contrainte. Est-ce qu'il a un discours par rapport au système panaméricain institutionnalisé où déjà le sommet des Amériques a été annulé, au décembre dernier, en plus, le week-end, on n'a pas pu le tenir, pas les conditions politiques ou climatiques qui le permettaient. Il a fallu qu'il improvise un autre sommet avec ses amis seulement. Mais là, j'avais pas que la question comme ça. Je pensais que vous parliez du système interne aux États-Unis. Non. Oui, oui. Je sais pas trop quoi vous répondre parce que j'ai pas travaillé beaucoup sur le dossier. Non, je vais laisser Gino répondre parce que je vais vous dire des généralités. Sûr qu'on n'entend pas. Ouais, sur ça. Alors qu'il y a un pourcentage sur la musique, Oui. très marquant, et en même temps, dans son discours, pas plus. Non, mais j'ai rien de spécial au Gdas. Alors, moi, ce qui me semble, c'est, si je peux me permettre, de peu que, oui, je vais parler peut-être passer d'abord à Giancarlo après, qui est un spécialiste des instances multilatérales dans la salle. Mais moi, ce qui me semble, c'est que Trump regarde l'OEA comme tous les encadres du multilatéralisme. Et où je vais faire une réponse très générale sur ça, mais j'ai rien de... Ça, non, mais l'OEA, disons, dans ses statuts fondateurs de 1948, était véritablement un bras armé de l'impérialisme états-unien. Sa charte a été profondément réformée dans la deuxième moitié des années 80, dans la première moitié des années 90. C'est devenu un espace du multilatéralisme où, en fait, les États-Unis ne sont plus majoritaires. En vérité, alors peut-être que s'ils le redeviennent avec le contexte politique actuel d'extraporatisation de l'Amérique, ça, il faudrait voir. J'aurais tendance à répondre ça sans être super compétent, mais Giancarlo, tu as sans doute un mot à dire. Oui, seulement une chose, je voulais rajouter. L'OEA, en termes je veux dire, d'entité politique, mais il a perdu depuis longtemps toute importance. Mais dans l'OEA, il a été créé en 1948 le système interaméricain des droits de l'homme. Et ça, c'était quelque chose d'important par la dynamique politique en Amérique latine surtout. Mais depuis la première administration Trump, ils ont commencé à bouffer de l'intérieur le système interaméricain des droits de l'homme, en fait, pour le détruire de l'intérieur. Il y a donc toutes ces choses, ils ont proposé certains changements du président de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, ils ont retiré les financements,
il y a eu de plus en plus de présence de groupes hyper conservateurs qui font de lobby pour essayer de faire ça. Donc, les États-Unis, ils utilisent tout de vrai, chose apparemment, mais tout ce que c'est des organisations internationales, soit ils font des choses qu'ils veulent, soit le but, ça devient de les détruire depuis l'intérieur. C'est parce qu'il n'y a aucun espace pour la multilatéralité dans la perte des gens d'État. Moi, j'ai pas de déclare. C'est-à-dire, que je connaisse, je veux dire, de Trump sur la question. Y a-t-il une question dans la salle? Ce qui est peut-être révélateur. Qu'il n'y ait pas de question ou bien que... Et non, que Trump, que ça ne me saute pas aux yeux, même ça. Pourtant, je regarde souvent les garçons de Trump, mais. Il nous reste peu de temps, mais quelques minutes quand même. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait si on pouvait développer un petit peu la renaissance des éléments de nouveaux, de soft power dans le contexte actuel pour l'Amérique latine. On a parlé des églises, il y en a peut-être d'autres, parce que ce qu'on voit, on vient de dire là, c'est double les structures. Hein, On va dire power. oui, le soft power, états-unien, pour, comme vecteur de pénétration, puisque Olivier expliquait tout à l'heure avec l'exemple des fonctionnaires colombiens qui étaient envoyés en stage sur l'IA en Chine. Bon, ça c'est du soft power, mais que vecteur de pénétration accompagne cette stratégie de rejet de l'économie chinoise qui domine clairement le continent depuis maintenant 15-20 ans. Et une grande partie du budget en matière d'aide et de coopération avec l'Amérique latine a été sabré dans les premiers mois du deuxième Trump. Et il a fallu d'ailleurs que Marco Rubio, qui a mis bien sur cette aide, s'adapte très vite en disant oh, là, il n'y a plus d'aide, désolé. Et à mon avis, il n'y a plus de soft power. Et il y a 3 lignes consacrées au sujet dans le document de stratégie de sécurité stratégique. Oui, donc on parle de plus de NSS, 25. On en parle évidemment, mais pour l'évoquer dans la state, à mon avis, on fait tout pour décrire le soft power. Si on rapporte ça, parce que quoi? Si on rapporte ça aux instruments traditionnels du soft power états-unien au XXe siècle, il reste par exemple Un espace intéressant, mais qui n'est pas vraiment sous la tutelle du département d'État, qui est plutôt le fait d'acteurs TV, c'est par exemple les échanges académiques. Indéniablement, il demeure extrêmement dense. Ça n'a pas juste des visas pour les étudiants. Certes, il réduisent les visas pour les étudiants, il reste énormément d'échanges, quand même infiniment plus aujourd'hui. J'ai pas les chiffres en tête, mais infiniment plus que les échanges avec l'Europe, par exemple, malgré la baisse des visas. Parce que c'est un instrument très très clair de soft power, justement, de formation des élites à l'aune, on va dire, exactement. À l'heure, je le précise, où justement, il y a un soft power chinois, mais c'est relativement peu encore un soft power universitaire. Il y a très peu d'échanges académiques vers la Chine, en particulier parce qu'il y a un problème de langue. Et à l'heure aussi où des pays qui étaient très solidement implantés dans ces formes de soft power académique, comme la France, ont considérablement réduit leur budget et sont en train, alors peut-être pas encore de disparaître du paysage académique latino-américain, mais pas très loin, parce qu'on écoute certains de nos collègues en poste aujourd'hui en Amérique latine. Donc, à mon avis, ça reste un flux qui est assez intéressant. Et je pense que par ailleurs, effectivement, on reste quand même matraqué de production culturelle états-unienne en Amérique latine. Vous allez dans n'importe quelle librairie à Bogota, vous avez avant tout des traductions, quand vous regardez la littérature étrangère, etc., vous avez les traductions de la littérature états-unienne, vous avez une forte présence de la musique latina, portoricaine, etc., mais aussi états-unienne. Ça, c'est les instruments, je dirais, d'américanisation culturelle qu'on connaît depuis très longtemps. Oui, mais alors je peux pas parler pour l'Amérique latine, mais pour l'Europe, ça ne marche plus. En fait, moi, quand tout à l'heure, pour disais l'exemple de les 28 étudiants qui ont dit ne pas. Ils ont tous des iPhones, ils ont tous des Mac, ils sont tous sur Netflix, ils sont tous sur Amazon. En fait, je pense qu'on est sorti de l'ère de consommation de maths, enfin, on va dire on est dans l'ère de consommation de maths, là on est sorti de l'ère des 30 glorieuses, où on admirait le rêve américain par les produits de consommation universelle. Désormais, les étudiants qui sont anti-américains dans mes cours, ils sont abreuvés de produits américains.
Donc en fait, il faut conquérir maintenant le cœur et les esprits, et je sais pas comment. Mais ce qui est rassurant, si on est pro-américain, si c'est le cas, ce qui est rassurant, c'est de se dire que certes, les États-Unis n'arrivent plus à conquérir le cœur et les esprits, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, la Chine non plus, et la Russie non plus. Et quand on disait la France, dans soft power, il y a power. La France fait partie de l'Union européenne. Et la puissance française, je ne sais pas si elle résonne maintenant, je parle en politique étrangère, en dehors de l'Europe. En fait, on a du mal aujourd'hui, et quand on parle d'autonomie stratégique européenne, on ne parle pas d'autonomie stratégique française. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas ce que pèse la France avec la ligne. Je pense que l'image française, évidemment, est toujours importante. Mais ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'il y a un vide, en fait. Il y a un vide. C'est comme Game of Thrones, le spawn est d'accord. Donc, Demandez dans la salle, est-ce que vous pouvez dire un mot sur Cuba? Juste pour terminer, c'est la conclusion, il nous reste 2 minutes. Alors, je sais bien que vous n'allez pas faire des prédictions, mais qu'est-ce qui va se passer à Cuba? Et faites gaffe parce que vous êtes chimé quand même. Vas-y, commence. Je tiens à dire un mot sur Cuba aux États-Unis. je dirais, tout dépend de qui aura l'oreille du président. Si c'est Marco Rubio, il y aura une intervention. C'est compliqué de prédire. Par contre, je reviens toujours à la logique, Trump ne croit pas dans le changement de régime. Donc, s'il y a changement de régime, c'est que Marco Rubio aura vraiment réussi à peser auprès de Donald Trump. C'est vrai. Je pense, de façon générale, qu'ils prennent quelques précautions avec c'est une politique qui est prédatrice et qui est basée sur la force, etc. Mais l'idée de dissoudre un régime et de susciter une révolte et qui donne lieu à un autre régime, une vraie intervention de changement de régime, ils n'en ont pas voulu dernièrement au Venezuela, ils n'en veulent pas plus à Cuba, et ils veulent organiser ça autrement en jouant sur la pression. Dans le cas des Cubains, c'est la pression qui devient une punition collective. Les gens ne mangent pas parce qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de services, il n'y a plus de des appareils qui fonctionnent dans les hôpitaux, etc. C'est dramatique. Donc, sur cette forme de pression qui représente une radicalisation de Normal-Bourg qui est déjà assez radicale, il est en place depuis 60 ans, bien, on essaye de persuader l'actuel président Díaz-Canel de s'écarter du pouvoir pour donner place, comme dit Marco Rubio, à quelqu'un qui sait qu'on y a à faire, parce que ceux-là, c'est des losers qui ne savent pas gérer l'économie. Il faut d'autres gens. Et on en est là aujourd'hui. C'est la dernière déclaration que j'ai vue de Marco Rubio et la casserole, mais comment y arriver, avec quelle force, c'est une longue... Il faut passer mon temps là-dessus, mais je pense qu'il y a un grand point d'intégration. Ce qu'on peut dire cependant, c'est que ça dépendra de ce qui se passe en Iran. Parce qu'en fait, si Donald Trump ne sort pas victorieux, quand je parle victorieux, ne sort pas grandi de ce qui passe en Iran, naturellement, la ligne Marco Rubio va se laisser. Et qu'est-ce qui va reprendre le dessus? C'est la ligne J.D. Vance. Exactement pareil que l'Irak. Quand les États-Unis se sont enlisés en Irak, donc intervention en 2003, 2004, impossibilité de trouver les armes de destruction massive, on les cherche toujours. Voilà, bref. Mais qu'est-ce qui se passe? On a au sein de l'administration Bush, au cours du second mandat, la ligne réaliste qui reprend le dessus. C'est les Condoleezza Rice qui reprennent le dessus sur les faucons néoconservateurs. C'est toujours comme ça. Dans l'administration, vous avez des luttes internes. Si ça se passe pas bien en Iran, c'est possible que ça se passe quand même pas bien. C'est la ligne J.D. Vance qui reprendra le dessus. Le J.D. Vance, je ne connais pas sa position très claire sur Cuba, mais il est clairement, voilà, je pense qu'il n'est pas pour une Le problème du vice-président, c'est qu'il n'a aucun pouvoir. Et quand il a raison de se taire, il se tait. Voilà ce qui est en train de se passer en ce moment. Il a aucun pouvoir, mais il a un pouvoir. Oui, à propos de Cuba. Très vite, Mais vraiment depuis 30 jours. Mais il semble qu'il y ait déjà des rencontres Oui. entre les non. Ah oui, des concessions déjà faites, des débuts d'accord, c'est sûr, c'est ça. En tout cas, on est dans un contexte de négociation sous forme de strangulation. Je montre le mot, sur fond de strangulation. Bon, Thème les roses. Mais il y avait des négociations avec l'Iran, c'est exactement. Je vous remercie, je remercie nos 2 intervenants très chaleureusement. Alors, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine Talak qui est assez rapprochée, c'est le 9 avril. Et alors, sur un thème que je n'ai pas je vous dévoiler parce que nous avions prévu, et là ça va faire
Elle vient de l'Allemagne, la 5e personne dans la salle, M. Grassin. Nous avions prévu une séance Pérou, enfin, hein, après avoir été. Donc l'intervenante principale que nous avions contacté, finalement, n'est pas libre. Donc nous allons devoir trouver un thème que nous allons trouver assurément et des intervenants. Donc le 9 avril, on se verra. Et ne vous inquiétez pas, le Pérou est absolument dans notre horizon. Donc rendez-vous, merci encore à vous, et rendez-vous le 9 avril.